Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle émission Le Kiosque. Vous dire aussi que c'est excuse auprès de vous parce qu'on a eu une petite interruption technique. On a dû arrêter l'émission. On la reprend à zéro. Donc, veuillez nous pardonner pour ça. Bonsoir, maître Philippe Saint-Cyr. Bonsoir, Mano. Bonsoir aux chroniqueurs, et téléspectatrices et téléspectateurs. Très bien, merci beaucoup Philippe. Bonsoir Carl. Bonsoir Mano, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Zoom Télévision. Voilà, bonsoir Charles. Bonsoir Mano. Pas fait allusion au reste. Voilà, bonsoir Mano, bonsoir à tous et à toutes. Et très heureux d'être là. Alors, je veux préciser que le progressiste sort le jeudi et comme on est mercredi aujourd'hui, eh bien on n'a pas pu avoir l'image à l'écran. Très bien. Et bonsoir, une nouvelle candidate dans le sud de la Martinique pour l'élection législative. C'est Madame Karine Thérèse. Bonsoir Karine, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir à tous. C'est ta première télévision sur cette candidature? Absolument. Mais en tout cas en plateau. En plateau. C'est très cool, il n'y a pas de problème. Alors juste avant de voir les sujets que nous avions prévus, dont nous avons prévu de parler aujourd'hui, nous allons parler de la fusillade qu'il y a eu aux États-Unis cette semaine, ce garçon de 18 ans qui a fait à peu près 19 morts, grosso modo, selon les derniers chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? Les armes à l'école, les armes aux États-Unis, tout le monde est armé, tout le monde... voilà. C'est un débat qui n'en finit pas. Voilà. Bon, donc pour permettre à mes camarades de réagir, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, 329 millions d'habitants contre 393 millions d'armes aux États-Unis. En l'an 2000, il y avait 2222 entreprises qui fabriquaient des armes. Aujourd'hui, il y en a 17 000. Il y a eu donc 3,9 millions d'armes produites en 2000 contre 11,3 millions d'armes produites cette année. Le tout, donc, en 20 ans, 139 millions d'armes avec 71 millions d'armes importées. Et les États-Unis exportent 7 millions d'armes. Et puis j'ajoute qu'il y a des armes fantômes fabriquées par imprimante 3D qui fonctionnent très bien et qui peuvent d'ailleurs être mises dans les poches et passer dans les portiques d'aéroports. Et puis un marché d'occasion incroyablement prospère. Alors je tiens à préciser que le Chris Murphy, sénateur démocrate du Connecticut, a essayé de solliciter ses collègues sénateurs. Les 50 sénateurs démocrates sont d'accord, mais le lobby NRA, National Rifle Association, réussit pour l'instant à faire que les républicains n'acceptent pas de voter cette loi qui permettrait la limitation et le contrôle des armes, le contrôle de la vente d'armes. En fait, c'est ça, le contrôle de la vente d'armes. Je laisse les camarades parler, je vais compléter tout à l'heure. Alors, Barack Obama a essayé, il n'y est pas parvenu. Le président Biden actuellement a appris ça, il était dans son avion, il revenait de Tokyo, je crois. Et il semble vouloir essayer de faire changer les choses. Je ne sais pas s'il parviendra. Le lobby dont tu parles est extrêmement puissant et extrêmement riche. Carl, qu'est-ce que tu penses de ça? D'abord, c'est malheureux, ce n'est pas la première fois. Ça arrive très régulièrement. Alors là, c'est encore plus grave parce que ce sont des enfants, mais d'une manière générale, c'est un vrai problème. Bon, d'un autre côté, je me dis, un pays qui vend autant d'armes à droite à gauche, bon, ça me paraît cohérent de vendre des armes à sa propre population quand on en vend à tous les pays de la planète, et à s'en féliciter d'ailleurs. Leur complexe militaro-industriel, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Roosevelt. Donc ça remonte quand même, hein. C'est vieux, je n'étais pas né. Bon. Donc, c'est vrai que c'est... Bon, maintenant, l'image des États-Unis, c'est le Far West, c'est le cowboy. Moi, je me rappelle d'un élu ici qui avait dit qu'il était autorisé à porter, je dis ça pour les plus jeunes, bon, donc Philippe, évidemment, connaît ça, qu'il était autorisé à porter des armes de manière visible comme une force de l'ordre. Tu te rappelles de qui? Moi, je pense qu'il s'agit de Michel Renard. Voilà, c'était le shérif. C'est comme ça qu'on l'avait appelé, le shérif du Marigot. Oui. Mais il avait véritablement un port d'armes. Hein. Ah, et de manière visible, parce que tu peux avoir un permis de port d'armes, mais tu n'as pas le droit d'avoir une ceinture et puis deux cols sur le doigt. Hein. Lui, il avait le droit. Bien. Philippe? Oui, mais c'est particulièrement inquiétant parce que ça se répète régulièrement depuis quelque temps. Et on voit que ce sont des jeunes de 18 ans
Alors, ce ne sont pas uniquement les doctrines complotistes, il y a une influence bien sûr des réseaux sociaux, mais ce sont des jeunes qui sont complètement perdus psychologiquement et moralement. Et là, à mon avis, il y a un problème considérable. Et ce n'est pas demain que les armes seront interdites aux États-Unis. Il y a eu notamment leur constitution. Mais ce n'est pas que les États-Unis, mais chez nous. Chaque matin, je me réveillé, j'entends qu'un jeune est mort, arme à feu, arme blanche, mais c'est quelque chose d'épouvantable. Ou un règlement de compte entre accident d'automobile, Bouglara tiré, il tue l'automobiliste, mais ça devient particulièrement inquiétant. Au moins tu donnes les chiffres pour les États-Unis, mais chez nous on n'a pas de chiffres. Okay, la circulation des armes, vu notre île, est pratiquement libre. Et je trouve ça particulièrement inquiétant. Écoutez bien, les faits divers, tous les 2 jours. Sinon, toutes les nuits, vous avez un meurtre par arme blanche, blessure, ou par arme à feu. Et on avance dans cette direction. Bien sûr, les autorités prétendent réagir, mais avec comment peut-elles réagir? Le préfet a fait une déclaration récemment, n'est-ce pas, en mettant 100 gendarmes sur le territoire du Nord-Atlantique. Mais il faut qu'on se penche sur ce problème, c'est particulièrement inquiétant. Particulièrement inquiétant. Et je déplore, d'imaginer ces jeunes tués de cette façon-là. Et le jeune gars, effectivement, il a été tué. Je ne sais pas s'il s'est tué ou si on l'a abattu. On l'a abattu. Mais voilà, ça ne peut être que dramatique. Karine, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Alors, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un élève en souffrance par rapport au harcèlement scolaire. Il s'est armé, il a prévenu de la catastrophe sur les réseaux sociaux et il a tué sa grand-mère avant de passer à l'acte dans son lycée. Donc c'est significatif d'une grande souffrance. En réalité, ce jeune ça aurait pu être n'importe quel jeune de notre société. Les armes sont particulièrement en circulation chez nous alors que ça ne devrait pas. Il n'y a pas de fabrique d'armes en Martinique. Les armes ne sont pas autorisées comme ça. Et le constat est édifiant concernant la violence qui règne dans la société. Elle peut être gratuite, comme le fait divers par rapport au conducteur malheureusement qui est décédé. Il y a des règlements de compte, il y a des agressions régulièrement parce que quand on a une arme, on se sent surpuissant. Donc le moindre problème, on le règle sous la menace. Ce n'est pas la Martinique que l'on a envie de connaître pour plus tard parce que les faits ont tendance à s'aggraver et à devenir de plus en plus récurrents. Et malheureusement, nous n'avons pas l'impression que nos représentants se sentent concernés, qu'ils s'impliquent dans la démocratisation de cette violence-là. Et c'est bien qu'on ait fait venir 100 gendarmes supplémentaires dans un secteur bien particulier, mais la réalité fait qu'on a répondu à une situation ponctuelle avec une concentration de gendarmes dans un secteur donné. Et au quotidien, ça donne quoi? Mais quand tu dis les responsables, tu parles de qui? Nos représentants des autorités locales, nos représentants politiques qui sont censés représenter les intérêts et les valeurs du peuple. Il n'y a pas si longtemps, on dormait encore les fenêtres ouvertes en Martinique. Maintenant, c'est impossible. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ça. Je dis tout simplement que le sentiment d'insécurité est croissant et quotidien pour tout le monde, quelle que soit la personne. Et on ne fait rien. On a un pépin sur la route, on se retrouve menacé par arme alors que c'est un accident de la circulation. C'est une situation banale qui peut arriver à n'importe qui. On peut se retrouver menacé à n'importe quel moment. On peut se retrouver à prendre une balle perdue à n'importe quel moment. C'est édifiant. On ne devrait pas connaître ça dans notre île. Alors, par rapport au commentaire que j'ai entendu, bon, les maires sont en principe des officiers de police judiciaire. Enfin, il y a les autres responsables de la sécurité sur leur territoire. Oui, voilà. Non, mais c'est une précision que tu apportes. Les autres élus, quels moyens a-t-on, en dehors de la représentation symbolique, en dehors de la parole qui est symbolique, quelle autorité morale, quelle autorité judiciaire a-t-on? Il est facile de rejeter la faute sur l'autorité administrative suprême qui est le préfet,
Mais Ce n'est pas ce que j'ai dit. non, je sais, mais ce que je veux dire, donc je ne le fais pas, c'est pas ce que vous avez dit, mais je ne le fais pas non plus. Et puis les policiers eux-mêmes sont contingentés, sont contraints par des règles, hein, ils obéissent à des lois, et les agents de des forces de l'ordre sont aussi obligés de suivre les injonctions juridiques. Alors maintenant, quand on a des malfrats, il y a bien évidemment les autorités judiciaires, et puis pourquoi ne pas imaginer la possibilité d'alourdir les peines en cas de détention d'armes. Moi, j'ai entendu dire que souvent, en général, que c'était un rappel à la loi qui était fait à un détenteur de port d'armes prohibé, ou alors un détenteur d'armes alors qu'il n'a pas d'autorisation. Rappel à la loi, ça veut dire quoi? Chaque année, le préfet organise déposer les armes, et puis on attend que les citoyens armés viennent eux-mêmes spontanément déposer des armes. Donc il y a des questions, notamment l'alourdissement des peines qui doivent être... Je vois ici un policier, un syndicaliste policier, Louis Berthet, pour ne pas le nommer, qui me fait part de l'état du matériel mobile qu'ils ont, véhicules, mais aussi les armes. Me dit-il, entre guillemets, les gens sont plus armés que la police aujourd'hui à la Martinique, avec des armes de guerre, des armes lourdes. Et des fois, pour qu'ils fassent une intervention, c'est au péril de leur vie. Et un policier me dit, mais lorsque je fais une intervention, on risque après de m'accuser de bavure. Donc il faut réfléchir à 100 fois avant de faire l'usage de l'arme, de ceci, cela. Et celui qui me tient ses propos, Louis Berthet, il m'explique où il a été blessé par une arme à feu parce qu'il faisait une intervention au Lamentin. À Pelletier, au Lamentin. Donc, alors, à un certain moment, j'ai entendu dire qu'on voulait permettre aux policiers d'avoir un peu plus de possibilités de réagir. Donc, je ne sais pas si ça a été mis en fonction, mais j'ai entendu ça passer. C'était la proposition de M. Zemmour, ça. Ah, c'était pendant la campagne électorale, effectivement. Donc, je ne sais pas si c'était Zemmour, il n'est pas passé. Oui, non, simplement pour vous dire qu'il y a eu de cela peut-être 8 ans, il y a eu une réunion dans les locaux du Conseil général, avant la CTM, qui avait réuni tous les syndicats de police. Il y avait un seul élu, c'était Jean-Philippe Nilor, qui s'était inquiété de la question, puisque en tant que parlementaire, il avait été intervenu sur ce terrain-là à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas vu... Ça n'a pas été repris, mais comme... Bon, le problème, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose, et pour peu qu'on ne soit pas d'accord avec lui, on le... Mais bon, quitter M. Dibaeli, il fait son truc, c'est son fonds de commerce, donc je cherche un autre fonds de commerce à côté, ou ailleurs. Et je crois que, bon, tous les syndicats de police, pas seulement Alliance, tu as parlé de Louis Berthet que je connais, effectivement, mais il se trouve que c'est un milieu que je connais un petit peu, en particulier le secrétaire départemental de l'Alliance, M. Bosselin. Bon, c'est vrai que c'est inquiétant, c'est tout à fait exact. Et alors, je ne dirais pas que c'est un problème de doctrine d'utilisation de la force. Je ne suis pas convaincu que ça soit seulement ça. Il y a sans doute un problème d'effectif. Pas suffisant. Ça va être vrai. Mais nous sommes une île. Comme dit l'autre, une île entourée d'eau. Et donc, par conséquent, il y a des côtes. Donc, on rentre. Tout le monde sait que... Enfin, il y a de ça très longtemps, plus de 20 ans, j'ai voulu aller à la pêche au Saline, à 22h. J'étais seul. J'ai pris ma canne à pêche. Et j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'activités. Et tellement de gens avec des lampes torches, des bateaux qui passaient. J'ai dit, c'est pas prudent. Laissons les poissons là où ils sont. J'ai mis ma canne à pêche dans mon coffre et je suis reparti chez moi. Et je pense que j'avais pris ce soir-là une excellente décision. Ce que tu as vu, d'autres personnes probablement voient ça. Je me rappelle que l'ancien maire du Vauclin, M. Ocollier, disait pourquoi ne pas utiliser l'armée pour faire surveiller les côtes. Parce que, tout le monde, tu viens de dire, nous sommes une île entourée d'eau. On connaît les belles plages qu'il y a à la Martinique. On sait sur quelle plage, généralement, on peut faire des débarquements assez facilement avec un bateau rapide. On sait de quel côté de la Martinique l'eau est plus belle et plus agréable. Donc, voilà, est-ce qu'il y a une volonté? Je ne sais pas. Bon, bref, on va passer à un autre sujet. Si je peux me permettre de prononcer là-dessus. J'ai eu des retours aussi de personnes qui travaillent dans les forces de police. Il y a aussi la problématique de la justice
il y a le passage par la police. Et quand la personne qui est incarcérée est libérée très rapidement, eh ben, les policiers se sentent incompris par le système judiciaire. Il y a une fracture. Parce qu'eux, ils ont enquêté des fois pendant des mois pour faire ce travail-là. Et ils ont fourni un travail et ils voient que dans le suivi de l'affaire, mais la personne n'est pas sanctionnée comme eux, ils estiment que cette personne devrait être sanctionnée. Comme la loi l'exigerait. Absolument, mais c'est d'ordre public qu'il y ait une justice. Là, c'est plus à 2 vitesses, mais à 10 vitesses. Hein. Il n'y a qu'à voir l'état de notre gouvernement avec ceux qui ont un casier judiciaire bien chargé ou des poursuites, des mises en examen alors qu'ils sont en poste et sans pour autant éprouver de complexe par rapport à ce qu'ils doivent renvoyer à la société comme exemplarité. L'exemplarité n'est plus d'actualité. On peut se permettre d'assumer certains faits, certaines responsabilités au plus haut point. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que la population, avec cette perte de vitesse dans les repères, dans la morale, dans la déontologie en général, pourquoi est-ce que la population devrait suivre alors qu'au sommet, on fait ce qu'on veut? C'est une question. Non. Je crois que le problème est global, général, et particulièrement inquiétant. Charles l'a dit, effectivement, il y a un problème au niveau du droit. Des réformes à mettre en œuvre, s'agissant des peines, s'agissant des méthodes d'incarcération, s'agissant de la protection des policiers, parce qu'il faut que les policiers soient en mesure d'agir sans chaque fois se trouver en situation d'être accusés eux-mêmes. Et là, il y a tout un travail à faire. Mais il y a plus grave, c'est que la violence... Donc il y a un problème au niveau, je veux dire, civilisationnel, c'est-à-dire au niveau de la société. Tu l'as dit en partie, les valeurs fondamentales, les valeurs morales que nous connaissions n'existent plus. Il n'y a plus de repères. Le cadre familial n'existe pratiquement pas, c'est les familles monoparentales, lorsqu'elles existent. Donc, et puis il y a le fait que souvent, les jeunes donc, sont livrés à eux-mêmes. Et ils sont considérés parfois, dans certains cas, je connais bien le problème, comme un instrument pécuniaire. Okay? Ils permettent de percevoir des pensions et ensuite ils sont livrés à eux-mêmes. Ce qui fait que ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de nos sociétés, je crois que c'est vraiment l'effondrement d'un système de civilisation. Alors que faire? Quoi faire? Alors bien sûr, il faut commencer par ce que vous dites. Mais nous n'arrivons pas à résoudre le problème instantané, parce que n'oubliez pas que l'emprisonnement, c'est une école de délinquance. Oui, ça ne marche qu'une fois. On a peur de la prison que la première fois. C'est non seulement une école de délinquance. Après ça, on n'en a plus peur. Et donc... Monsieur Paolo, j'ai pas fini. C'est dangereux, ça. Non, mais c'est une école de la délinquance. Pas seulement ça. C'est qu'effectivement, il y avait un rapport que j'avais lu à l'époque, c'est que la plupart de ceux qui sont dans la prison, ce sont des gens qui, normalement, devraient relever d'un hôpital psychiatrique. Il y avait des pourcentages qui avaient été faits, et cela est particulièrement inquiétant. Donc c'est tout un système à revoir. Bien. Et je ne pense pas... Alors effectivement, ce sont les politiques qui doivent se mettre au travail au niveau national, mais il faut revoir tout cela, et c'est un travail bien difficile et bien long. Alors, nous allons passer à un autre sujet. Les ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne, nomination de Pape, comment on dit ça? Pape Ndiaye, et l'affaire d'Ami Abad. Alors, Maître Philippe, oui, sincère. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la présomption d'innocence? Parce que depuis quelques jours, on entend tellement de choses qu'on a l'impression que c'est verdict populaire qui compte et on fait fi de la justice, de la présomption d'innocence. Mais je crois que Karl l'avait retenu, non? La présomption d'innocence, l'article 9 du Code civil. Oui, non, tu as soulevé plusieurs problèmes. Bon. Oui. S'agissant de la présomption d'innocence, lorsque un individu voit effectivement sa dignité
mise en cause par certaines affirmations, l'évolution jurisprudentielle est telle qu'on ne va pas sur la procédure en diffamation, qui est une procédure difficile, mais on va sur le fondement de l'article 9.1 du Code civil, qui prévoit que lorsqu'il y a atteinte à la présomption d'innocence, eh bien, le gars qui se trouve dans la situation de victime, il a droit à des réparations, et des réparations fort importantes qui dépassent de loin l'amende qui serait infligée en cas de diffamation. Alors ce sont des textes, et on a des blogs qui ont pratiquement disparu parce qu'ils ont été condamnés à des sommes énormes, 30 000 euros. Mais en l'occurrence, pour alors ça, c'est pour le la ministre, présomption d'innocence. Hein. Oui. En l'occurrence, pour Damien Abad, est-ce que il devrait déjà démissionner alors qu'aucun tribunal ne l'a encore jugé? Pour l'instant, il est innocent. C'est deux problèmes différents. Oui, alors, tu as le problème juridique et tu as le problème politique. Okay, mais il est en situation de présomption d'innocence. Il n'y a même pas, pour le moment, d'enquête des préliminaires de diligenter. Donc, il est en situation, effectivement, de présomption d'innocence. Je ne pense pas que le problème politique puisse se poser maintenant. Il y a simplement des affirmations qui sont faites, ok, et des témoignages qui ne sont pas, il semble-t-il, assez anonymes. C'est pas sur ce fondement-là que, effectivement, je crois que l'on peut mettre fin, pour le moment, à sa carrière politique. Mais je dirais que cette image est pénible à voir. C'est pénible à voir. Ce symbole, je trouve que c'est une très très mauvaise image de notre gouvernement. Moi, j'ai lu l'article de Mediapart, donc moi je parle de ce que... D'accord. De l'article. Il n'y a pas que... D'abord, ils ne sont pas anonymes, de un, et de deux, il y a des SMS, il y a des écrits, il y a des choses, il y a un certain nombre de choses qui s'étalent. Et puis, c'est une affaire, enfin, en tout cas, c'est une situation qui est connue depuis déjà un certain temps, pas récemment. Des rumeurs. Il y a... Bon. La justice jusqu'à maintenant n'a pas jugé. Non, il n'y a pas d'enquête préliminaire. Le parquet est juge de l'opportunité des faits suites. Donc le parquet peut très bien décider de ne pas donner suite. Ça arrive. Pour le moment. D'accord. Bon. Donc, le problème de la présomption d'innocence, il est présumé innocent. Il n'a pas été condamné. Et je rappelle que il faut être condamné définitivement. Qui plus est. D'accord. Qui plus est. Donc ça peut prendre un certain temps. M. Sarkozy est innocent. Prendre un exemple. Présumé. Quoique, condamné en première instance. Bien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui ont les ministres. C'est un choix politique. Ça c'est un autre problème, là. Oui, mais c'est ça le problème qui est traité. Ce n'est pas le problème de savoir si... Non, moi, je ne rentre pas dans la culpabilité présumée, supposée de M. Donc pourquoi un tel acharnement médiatique? Mais parce il est présumé innocent. Parce que, d'abord, il n'est pas le seul. Il y en a un qui doit être traduit devant la Haute Cour de justice, M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Bon, il y a quand même un certain nombre. Ça fait un peu de désordre. M. Dormanin. Je ne parle pas de Dormanin, puisque là aussi, je ne sais pas trop où ça en est du point de vue judiciaire. Je voudrais dire que la présomption d'innocence, il ne faut pas qu'elle s'affirme uniquement pour les gens connus. Et puis quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, eh bien ça n'existe pas. Et alors, la jeune Alexandre, qui a été interpellée chez elle à 6 h du matin et menottée, est-ce que ça ne porte pas tête à sa présomption d'innocence? Oui. Mais justement, la présomption d'innocence a été inclue dans les textes, me semble-t-il, maître. C'était à l'époque pour préserver justement les pauvres face à ceux qui étaient riches et qui avaient du pouvoir. Me semble-t-il que c'est comme ça que cet article-là a apparu. C'est ce que j'ai lu. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Mais tu as totalement raison concernant Alexandre. Oui. C'est une arrestation peut-être un petit peu trop musclée pour ça. La présomption d'innocence, ça remonte à la Révolution. Voilà, c'est ça. De 1794, donc c'était pour éviter que
éviter de punir quelqu'un qui peut-être n'aurait pas commis effectivement le délit. Ok. Mais ça, tu parles de la destruction des statues, là. Oui. C'est Oui, ça. enfin, je crois que c'est pour ça qu'on a interpellé. Je ne sais pas, oui. C'est Oui, d'accord. oui. Juste un mot. Oui. Je suggère à ceux que ça intéresse une petite expérience en live. Allez voir une audience de comparution immédiate. Je l'ai fait une fois. J'envisage de recommencer parce que je connais quelqu'un que ça intéresse. J'en suis sorti au bout de 3 heures perturbé parce que j'ai vu. Et Une entendu. audience de comparution, Et entendu. vu et entendu. Mais vu, parce que c'est un juge unique et le spectacle était, moi j'avais une image de la justice, le spectacle était dans la salle. C'est-à-dire il y a un public qui soutient les personnes mises en cause. Je me suis dit, mais où suis-je? Et pour aller dans le sens de ce que Charles disait tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui avait été mis en cause parce qu'il était entré dans un établissement de formation avec un sabre japonais, un katana. On l'a condamné à ne plus porter de sabre. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de faire... je croyais qu'on n'avait pas le droit, de toute façon, d'en porter un. Enfin, je ne peux pas me balader à Fort-de-France avec un coup de coutelas au rein. Ça dépend. Si tu es un paysan du Beaumont comme Non, moi, non, tu peux avoir Fort-de-France. ton coup là. Hein. Oui, si Dès que tu as le chapeau bakwa et puis les bottes qui vont avec. Enfin, bref. Je ne crois pas. Non, c'est un truc à faire. Oui, Karine, concernant la présomption d'innocence, mais surtout concernant l'affaire Damien Abad. Je pense que j'ai entendu aussi l'interview de cette dame qui l'aidait, l'aide ménagère ou bien qui l'assistait, et qui racontait combien ce monsieur avait besoin d'une aide pour pouvoir boutonner sa chemise, lasser ses chaussures, faire un certain nombre de choses. Et la dame qui dit avoir été, après avoir bu un champagne, avoir été peut-être, comment dire, endormi ou un drogué. Cette dame dit, mais comment il aurait fait pour pouvoir... Il a besoin d'aide pour lui-même. Comment il peut transporter cette dame et faire autant de choses? Donc, ça aussi, ça interpelle. Mais je vois que sur les commentaires, dans les chaînes nationales, ce genre d'argument ne passe pas souvent. On entend tout le contraire. Mais bon. Karine, qu'est-ce que tu en penses Alors, personnellement, je n'étais n'étais pas présente, mais il me semble que le viol est qualifié aussi quand il y a pénétration. Ça peut être dans la bouche, ça peut être ailleurs. Quand il y a pénétration qui n'est pas volontaire, même si c'est une phalange qui rentre, c'est quand même un viol. Même un crayon. Donc, Oui, d'accord. absolument, ça peut être un accessoire également. Donc je pense qu'il faut respecter l'intégrité physique et morale de toute personne. Si ce monsieur s'est retrouvé à pratiquer des actes délictueux, qu'il en paye les conséquences, quelles que soient ses fonctions au sein de l'État. Mais est-ce que c'est la justice médiatique qui doit faire ça? Absolument pas. Après, il faut qu'il se pose également la question de la représentativité. Et puis, quel exemple est-ce qu'il veut donner à la société française? Parce qu'au rang qu'il représente, normalement, il est censé être exemplaire. C'est triste à dire, mais c'est un mot que l'on emploie pratiquement plus parce qu'on n'en attend plus tellement de nos représentants politiques, tant les frasques sont nombreuses et variées. Et heureusement pas tous, hein. Il y en a qui sont tout à fait exemplaires, mais on ne parle plus d'exemplarité du tout. Et on se doit d'avoir une certaine moralité pour que la société puisse fonctionner, pour que nous puissions coexister ensemble, pour que nous puissions nous respecter. Quand on a cette fonction-là, je pense qu'on doit respecter les citoyens parce que l'État, c'est aussi nous. Oui, mais enfin, je reviens toujours à la même litanie, mais s'il est innocent, parce que lorsqu'il sera, si c'est le cas, parce que je ne mets pas en doute forcément ce que les dames disent, mais lorsque la justice passera, éventuellement, comme le cinéaste qu'on vient de dire qu'il est innocent, comment il s'appelle? Il a fait Besson. Oui, Besson. Besson. 4 ans de procès. Ouais. Finalement, on dit qu'il est innocent. Mais le mal est fait. Le mal est fait. Ah oui. Depuis ça, il ne tourne plus aucun film. Personne ne veut plus entendre parler de lui. Donc, c'est ça le souci. Pourquoi on n'attend pas, la justice passe. Et à ce moment-là, eh ben voilà quoi. Ben, on est sur le plateau. Il y a un gouvernement qui vient d'être nommé, celui de Mme Borne. Et on parle de quoi? On parle du cas Abad. Oui. Ça, mais c'est un problème politique.
C'est un problème politique parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est inaudible. Damien Abad est en train de faire, de capter la lumière dans la mesure où il est donc en haut de l'affiche. Et nous-mêmes, avec cette question-là, ne faisons-nous pas aussi partie du tribunal populaire dans la mesure où nous parlons de l'affaire? Mais nous ne sommes pas en train de juger. Non, on ne juge pas. On sur juge ça. pas. Oui, on débat dessus, mais le fait de le mettre comme thème de réflexion, c'est aussi ne pas écouter ce que Mme Borne a à dire par rapport à l'action politique à mener. Et puis, deuxième élément, je suis vraiment très mal à l'aise avec cette histoire. Quand j'ai entendu le monsieur commencer à s'exprimer pour parler de la nécessité de bienveillance vis-à-vis de que ses partenaires doivent avoir avec lui pour avoir une relation sexuelle, enfin, il s'est déshabillé, quoi. Il dit des choses qui doivent demeurer de l'intime, qui doivent demeurer du ressort de sa pudeur. Ah oui. Il est en train de dire des choses, il révèle des choses. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de dire ce genre de choses-là pour rester ministre. Très sincèrement, il a une force morale que je trouve assez élevée. Et je ne présume pas du fait que les dames ont certainement eu à souffrir. Hein, je ne veux pas me prononcer puisque je ne suis pas moi-même magistrat. Mais donc deux éléments. Premier élément, Mme Borne, on n'entend pas parler de son gouvernement et de son action, et puis de ses projets. Et puis deuxième élément, il y a des choses qui doivent rester du domaine des alcôves, quoi. Hein. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Hein, les paradis secrets, les petits... Hein, je trouve que c'est vraiment malvenu et je le plains hein, parce que c'est dur. Oui, mais il n'y a pas le droit à être ministre. Il n'y a pas de droit à être ministre. On n'est pas obligé d'être ministre. Le problème n'est pas... M. Abad serait parlementaire et il va aux élections, il est élu, les parlementaires, bon, il y a une affaire de ce genre, il se défend et point. Mais pourquoi cette affaire n'a pas fait tant de fouet médiatique pendant qu'il était parlementaire? Attends. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qui gêne, c'est qu'on a menti. On a dit, je ne suis pas au courant, je n'ai pas ouvert mes mails. Je n'ai pas ouvert mes mails. Ah bon, vous avez envoyé des mails? Ah ben, je n'ai pas ouvert. Qu'est-ce que je suis désolé. Et où il apparaît, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, dit, mais non, personne n'est au courant, non? Une personne qui vient d'être désignée, ou Jacques a menti, bonnet comme ça, dans 3 mois, ça va donner quoi, si tu es encore là? Bon. Il faut bien comprendre comment les choses... Et puis, je vais me mettre en face. Hein. Le journaliste à Bouraf, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui était candidat dans une circonscription du côté de Lyon, qui a été condamné parce que, pour propos racistes, il a dit d'une autre personne, l'a qualifié de l'arabe de service. Bien. On a dit, mais il y a un signalement concernant un problème vis-à-vis de femmes qui dit avoir été harcelées, violées. Il n'a pas, on lui a dit, vous n'êtes plus candidat. Il a lui-même fini avec ça. De lui-même. Il n'est pas obligé de rester là. Mais c'est admettre qu'il est coupable s'il démissionne. Non. Et s'il est innocent? Il est innocent, pourquoi tu veux qu'il démissionne? S'il est innocent, pourquoi veux-tu qu'il s'en aille? Non. S'il s'en va là, ça veut dire qu'il admet qu'il est coupable. Moi, c'est comme ça que je perçois ça, quoi. Je me dis, bon, si tu es innocent, tu te bats pour prouver ton innocence. Mais il peut se battre sans être ministre. Sans être ministre. En quoi doit-il être ministre? En quoi le fait de ne plus être ministre lui porte un préjudice? Sa situation est difficilement tenable, hein, je vous dis ça. Non, mais peut-être. Mais n'empêche que vous avez remarqué comment ce monsieur, physiquement, l'handicap qu'il porte. Et j'ai entendu un journaliste qui parlait de sa sœur, qui a le même type d'handicap. Et il expliquait combien ces gens-là veulent se battre dans la société pour essayer d'arriver à avoir une place normale et travailler, aller à l'école. Donc pour ce monsieur Abad, il explique que pour lui, c'est la victoire de beaucoup de ces gens qui ont ce même type d'handicap. Et il ne comprend pas cet acharnement-là tant qu'il est présumé innocent. C'est ça le souci. Mais je reste toujours dubitatif
Les gens qui se présentent aux élections présidentielles, hop, il y a des affaires qui sortent. Là, le gars, il y a un gouvernement qui est formé, on sort. Il y a 2 ministres qui sont sous le feu de l'actualité. Pour quelles raisons réellement? L'autre ministre aux affaires... Papen Ndiaye. Ah non. Oui, Non, il est ministre de l'Éducation nationale. Éducation nationale. Le gars n'a pas encore ouvert la bouche, c'est feu sur lui. Je pense que les gens j'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui à ceux de Mme Marine Le Pen, quand Mme Le Pen était candidate, elle disait « Oui, avant, mon père a dit, avant nous étions ci, mais aujourd'hui, je vous demande de nous laisser aller en situation et vous allez nous juger sur nos actes. » Et c'est ce même bonhomme-là qui est aujourd'hui en train de tirer sur le ministre de l'Éducation nationale. Donc je ne sais pas, moi je trouve tout ça un petit peu mystérieux, vraiment, on dirait que ce sont des règlements de compte, quoi. Oui, mais sur ton intervention, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ce que tu dis, c'est qu'à côté de la justice, il y a ce qu'on appelle la justice des réseaux sociaux. Il suffit qu'une rumeur soit lancée pour immédiatement, eh bien, les conséquences, n'est-ce pas, puissent se mettre en place. Il y a quelque chose, effectivement, qui semble injuste. Ok, il n'a pas un droit à être ministre, mais comme l'a décrit Mano, effectivement, il est allé au-delà de son handicap, on voit son image, il veut se battre. Bon, il y a quelque chose de poignant. Et un autre élément que je veux dire, c'est pas si c'est... Il y a derrière peut-être un règlement de compte. Parce qu'il était républicain, si, mais il était président du groupe parlementaire. Et donc, il a changé... Il a renversé, retourné sa veste, n'est-ce pas? D'accord. Et alors peut-être qu'effectivement que derrière ça, il y a des règlements de compte. Mais effectivement, ce que je trouve dur, c'est cette justice, enfin je dis entre guillemets, des réseaux sociaux, qui ont effectivement un effet immédiat et dévastateur. Alors peut-être qu'il est effectivement condamnable, je n'en sais rien. Mais c'est ça qui me pose problème, moi, en tant que modeste juriste conservateur d'origine. Alors, par exemple, au ministre des Affaires, Monsieur Pape Ndiaye, Éducation nationale. Éducation nationale, voilà. Alors, le wokisme, c'est quoi? Parce que c'est là, dans tout ça, là, que j'entends parler de cette histoire. Là, je ne sais pas si c'est une nouvelle façon de s'habiller ou bien une nouvelle façon de penser ou d'écrire. Mais je vois que... Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer aux téléspectateurs? On va expliquer à plusieurs mains, à plusieurs voix. Concernant Papen Ndiaye, bon, je ne sais pas si lui-même fait partie du wokisme. Ce que je sais, c'est qu'il fait partie, en tout cas, son papa était ministre des Dépenses et Chaussées, je crois que c'était un Sénégalais. Sa maman, professeure de sciences naturelles. Mais Charles, on l'accuse d'indigénisme. Oui, alors voilà. On va voir la relation on va y venir. Indigénisme et wokisme. On va y venir. Et ce monsieur est bouillantissime. Hein. Ouais. Il est agrégé d'histoire. C'est un chercheur reconnu. Sa sœur, Marie Ndiaye, parce que lui, c'est le frère de la sœur. La sœur était connue avant. Marie Ndiaye a eu le prix féminin pour son roman Aux Icarbes au début des années 2000. Puis elle a eu le prix Goncourt pour son livre Trois femmes puissantes en 2009. C'est des histoires de femmes qui se battent pour relever les défis devant des humiliations et des injustices de la vie. Et donc, monsieur Papen Ndiaye, qui est ministre, lui, mon point de vue, hein, parce qu'il y a déjà eu des ministres qui étaient africains. Je lis mes notes pour ne pas me tromper. Sénégalais Senghor, qui était secrétaire d'État du gouvernement Faure en 1956. Hein, et puis, il a été ministre conseiller de Michel Debré, qui a quand même été à l'origine de la Ve République. Il y a aussi Houphouët-Boigny, qui était ministre de la Santé avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais eux étaient des Africains qui sont retournés en Afrique. Lui, Papen Ndiaye, c'est un ministre d'origine africaine, métisse, mais qui a bien les pieds dans le terroir français. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'origine africaine, mais qui n'aura pas fini avec la France, parce qu'il vit, il y habite et il est français. Il est français. Et donc, pour ne pas être trop long, je souhaite dire aussi que toutes ces remarques-là viennent du fait qu'il y a beaucoup de personnes nostalgiques du fixisme identitaire. C'est-à-dire que la France est comme ça, la nation est comme ça, etc., il ne faut rien bouger. Alors qu'au contraire, hein, l'identité, elle bouge.
Et l'identité de la France bouge dans la mesure où elle est composée de métis, etc. Nous sommes la preuve vivante du métissage de la Martinique et de la France. Et donc, eux, ils sont mal à l'aise parce qu'il y a déjà l'identité du personnage, Pape Ndiaye, qui est donc un métis d'origine africaine, et puis qui a fait des recherches qui disaient quoi? En gros, parce que j'ai regardé, eh bien, la seule certitude, c'était qu'en général, la colonisation avait soumis les peuples, c'est ça la grande conclusion, avait soumis les peuples aux marges de l'Empire français. C'est ça, en gros, sa conclusion. Peut-on le qualifier d'indigéniste parce qu'il a fait un constat dont tout le monde s'accorde, hein. Je laisse mes camarades parler. Il est ministre. Alors, comme ça il est ministre pas. d'origine africaine, ça ne passe pas. Ça passe pas. Maître. Je vais commencer par faire de la provocation. Je ne sais pas. Vous ne trouvez pas, on fait de la provocation pour mes amis de gauche, vous ne trouvez pas que M. Macron, quand même, il a quelque peu choisi de façon très communicative, pour ne pas dire autre chose, certains ministres, en donnant au gouvernement certaines couleurs. Il y a le ministre de l'Éducation nationale, il y a la secrétaire d'État à la mer, Oui. et il y a la ministre de la Communication. Donc je dis ça comme ça. Je m'interroge moi-même en tant qu'homme de gauche. Mais il y a actuellement des termes qui sont inversés, qui deviennent des injures. C'est l'indigénisme et le wokisme. L'indigénisme, c'est quoi? Au départ, c'était un mouvement qui voulait mettre en valeur les cultures amérindiennes pour les intégrer à la nation. Et puis, il y a eu un renversement. L'indigéniste, c'est celui qui pratique le communautarisme, c'est-à-dire la différence entre les différents groupes. Okay? Donc, on a renversé ce système-là. Et c'est ce qui est reproché à notre ministre. Alors, le wokisme. Alors là, vraiment, je suis resté des heures à m'interroger et bêtement à essayer de trouver une définition. Ça veut dire plusieurs choses à la fois. Mais la vraie définition, c'est le concept des Noirs américains, n'est-ce pas? C'est là, ok. C'est l'éveil, ok. C'est le participe passé de wake. Wake, c'est-à-dire être vigilant. Alors, c'était quoi au départ? C'était la vigilance sur l'état des Noirs, n'est-ce pas, dans la civilisation, dans la société américaine. Et s'il fallait être vigilant, il y a même une chanson célèbre. Et puis, je ne sais pas par quel phénomène mystérieux, du fait que cette vigilance doit veiller, si je peux m'exprimer ainsi, à toutes les discriminations, à faire respecter l'égalité, à lutter contre le racisme. Alors, brusquement, on parle de wokisme, et le wokisme apparaît comme une sorte d'injure qui se fonde sur le complotisme. Ok? Alors, j'ai entendu des candidates à la présidence qui accusaient d'autres de wokisme. Mais tu ne trouveras pas de définition vraie et unique du wokisme. Le wokisme, n'est-ce pas, c'est un concept qui est né aux États-Unis et qui signifie bien ce qu'il doit signifier. Voilà. Karine? Alors, je vais... On a dit beaucoup de choses. Oui, juste sur l'indigénisme. L'attention n'aurait pas été portée dessus si M. Zemmour n'avait pas été un instrument de communautarisme désigné, parce que c'est valable pour certains et pas pour d'autres. Et s'il n'y avait pas déjà cette fracture dans la population-là, pour dire que telle catégorie de personnes est responsable des troubles dans la société, ce n'est la responsabilité de personne d'autre à part eux. On catégorise et on stigmatise certaines catégories pour les rendre responsables et du coup on met le doigt sur certains individus et pas d'autres. Je pense qu'on fait tous partie de la société, chacun a son identité. Ceux qui sont venus habiter en France, quel que soit leur pays d'origine, font aussi partie de la France à partir du moment où ils ont la nationalité française, où ils veulent juste être de passage, mais relativement longtemps, ils font quand même partie de la société française. Pourquoi quand ils viennent d'Afrique,
ça pose problème. Et quand ils viennent d'Amérique, d'Asie ou d'ailleurs, ça ne pose absolument aucun problème. Ça arrange une certaine partie de la classe politique de devoir désigner un groupe de personnes comme étant responsables d'un certain nombre de troubles dans la société. Je prends un exemple tout bête. Regardez comment s'est passé le rapport à l'humanité par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine. On trouve tout à fait normal et justifié d'accueillir des Ukrainiens en France parce qu'ils sont réfugiés de guerre. Quand il s'agit de Syriens ou d'Irakiens, aucune pitié. Quand il s'agit de Maliens, aucune pitié. On peut les laisser mourir dans la Méditerranée. À la limite, ils se disputent. Non, c'est l'Italie qui doit les récupérer, c'est pas la France, etc. C'est honteux. Sur le plan humain, c'est honteux. Et donc, du coup, on voit bien que l'égalité et la considération ne sont plus au goût du jour. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a une responsabilité à prendre également. En ce qui concerne le wokisme, l'éveil, je pense que c'est un courant de pensée philosophique plus qu'autre chose. Ça permet de ne s'inscrire ni dans une catégorie politique, ni dans un groupe politique, tout simplement parce qu'on fonctionne avec une adaptation à la situation actuelle en prenant en charge tous les paramètres. C'est-à-dire que sans pour autant se dire ni de droite ni de gauche, on considère la situation et il faut réagir et que l'on ait une décision à prendre, quelle que soit la nature de la décision, s'il faut la prendre, il faut la prendre. Et donc du coup, je pense que le wokisme, ça ferait du bien à tout le monde de se renseigner sur ce que c'est déjà, et puis sur tous les paramètres qu'il y a à prendre dans une situation donnée pour équilibrer la vie en société. C'est surtout ça. C'est-à-dire que, oui, alors c'est bien de concentrer les pouvoirs pour certains, il faut être de droite pour telle et telle raison, il faut être de gauche pour telle et telle raison, il faut être dans un extrême pour telle ou telle raison. Oui, on entend, mais à ce moment-là, il y a toujours des déséquilibres dans la société. Bien, Caroline. Pour moi, le premier wokiste, s'il fallait un précurseur, c'est quelqu'un que nous connaissons bien en Martinique. C'est Aimé Césaire. Quand Aimé Césaire écrit dans le discours sur le colonialisme que ce que l'on reproche à Hitler, aux nazis, ce n'est pas tant d'avoir commis des crimes que les puissances coloniales européennes, pas que la France, l'Allemagne et d'autres, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ont pu commettre un peu partout au nom de la civilisation, mais que ces crimes ont été commis contre l'homme blanc. C'est ça qu'il écrit. Pour moi, c'est ça. C'est quoi de quoi s'agit-il? Je vais prendre une date, 8 mai 45. Quand on dit 8 mai 45, à quoi pense-t-on? Bon, fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde pense à ça. Oui, mais moi j'ai envie de penser à autre chose. Massacre de Constantine. Comment est-il possible de considérer qu'au moment où l'on célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, la victoire sur le nazisme, on extermine, à Constantine, à Oran, on extermine des gens qui défilent avec un drapeau algérien et on les tue. Le même jour, une armée qui s'est battue avec des résistants, le général Massu, qui a été un tortionnaire, était un résistant, et pas que lui seul. Nous avons un problème. Mais ça nous concerne, ça devrait nous intéresser, nous concerner. Pourquoi? Parce qu'en Martinique, nous avons souvent, pendant longtemps, peut-être encore aujourd'hui, imaginé, pensé que l'amélioration de la situation de la population martiniquaise ne peut passer que par l'amélioration, le règlement de la question sociale en France. On a cru ça, mais l'assimilation est basée dessus. Hein. Là, l'ordre de mondialisation n'est pas basé sur autre chose. Le problème, c'est que, à côté
des mécanismes d'exploitation liés à la société capitaliste, il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute. Et c'est ce qu'on appelle le mouvement décolonial, intersectionnel, c'est ce qu'ils disent. On ne passe plus sous silence ce genre de phénomène. Il y a quelque chose en plus qui rend certaines catégories de la population encore plus victimes que les autres. Nous devrions être capables de bien comprendre ça, d'appréhender ces situations-là de notre point de vue en Martinique. Et donc, alors, maintenant, est-ce que Pape Ndiaye est wokiste? Je n'en sais rien, ça m'étonnerait. Ce que je peux dire, c'est qu'on avait un farfelu, M. Blanquer, qui était celui qui a le chantre de l'islamo-gauchisme, mais pas que lui. Mais tout le monde trouve qu'il a été un excellent ministre de l'Éducation. Blanquer? Non, mais Pas les enseignants. Je ne sais le pas. roi est mort, vive le roi. Bon, c'est ça? enfin, peu importe, il est parti, tant mieux. Bon vent, bon courant. Il sera candidat, j'espère qu'il va prendre une raclée. C'est tout ce que je lui souhaite. Bref. Merci. Mais il n'y a pas que lui, M. Valls. Cet organisme, le printemps républicain, il faut entendre une laïcité intransigeante de combat, où on est sommé d'être ceci ou d'être cela. Bon, franchement, je trouve ça absolument invraisemblable. Invraisemblable, et c'est vraiment français, ça. C'est vraiment français. Pour moi, hein, j'en suis à me demander si c'est pas possible. La France a un problème avec ces questions-là, parce que pour être allé au Canada, à Toronto, ou dans d'autres pays, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Il n'y a qu'en France qu'on a ce problème-là. Alors, il dit, on l'accuse aussi d'avoir dit que la France, le gouvernement, est raciste. Et il n'a jamais dit ça. Et il n'a jamais dit ça, justement. Non, mais il parle de racisme en France. Ah, bon, j'essaie de répondre et nuancer le propos De Karl? de Karl. Bon, moi, tout ce qu'a dit Karl, c'est OK. Durkheim dit que l'existence des groupes sociaux n'est pas parce que rien n'est immuable et les groupes sociaux progressent, changent, mutent. Il faut encore une fois ne pas regarder les choses du point de vue du fixisme. Et on a, en général, quand on est rationnel, on aime bien définir de manière à circonscrire, etc. Deuxième élément, c'est quoi l'idéologie décoloniale? C'est le fait de considérer que les Blancs sont responsables de tous les maux des autres peuples. Alors, il y a eu d'innombrables maux que l'occidentalisation a produits, mais pas tous. Pas tous. Autre chose encore, quand on parle de ces questions-là, aujourd'hui, il y a eu des progrès. Aujourd'hui, il y a une république qui se veut laïque, sociale, universelle, avec, comme la nomination de Pape Ndiaye, la volonté marquée politique. Alors, je ne sais pas si c'est un coup que M. Macron fait à M. Mélenchon, mais c'est un coup. C'est une nomination qui ne passe pas inaperçue, et ça serait peut-être, je dis bien, un geste en faveur de la reconnaissance d'une France multiple, plurielle. Et puis, quand M. Pape Ndiaye fait le constat, sur la considération que tous les empires britanniques, fascistes, soviétiques, japonais, américains, européens, hollandais, belges, français, tous ont produit dans leur marge des injustices parce que le pouvoir central exploitait, le pouvoir central organisait et prélevait les richesses à son profit. C'est ce que Pape Ndiaye dit. Donc on n'a pas à s'émouvoir, parce que nous le savons. Moi, ce que je souhaiterais dire à propos du wokisme, c'est que, effectivement, c'est l'éveil, Philippe l'a dit tout à l'heure, concernant la volonté d'intégrer les Amérindiens dans la société blanche américaine. Mais quand j'ai cherché, j'ai regardé, le wokisme, c'est systématiquement chercher des bourreaux et des victimes dans tous les cas de figure. C'est
considérer un monde comme étant binaire, où il y a toujours des méchants et des gentils, c'est ne pas essayer de comprendre la complexité. Il peut y avoir des gens qui sont quelque part, qui ont des travers, mais qui, à d'autres moments, se sont montrés tout à fait respectables. Peut-être que je caricature, hein, mais le wokisme, dans la pratique, c'est, plutôt que de chercher un universalisme, c'est peut-être mettre trop le doigt sur ce qui divise les individus entre eux. Or, un individu, c'est quelqu'un qui ne se divise pas déjà. Vous êtes une personne, je suis une personne, et donc nous sommes philosophiquement deux êtres différents. Allons essayer de voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et le wokisme, de ce que j'ai compris, c'est surtout distinguer les combats les uns des autres de manière parfois trop systématiquement à ne pas trouver ce qui rassemble. En gros, quoi. Bien ça. Bien. On va passer à un autre sujet, si vous non, voulez bien. Madame voulait peut-être compléter. Excuse-moi. Alors, j'ai pas... ce n'est pas du tout ce que j'ai retenu du wokisme, Voilà. bien au contraire. Ce que j'ai compris, hein, parce que c'est Oui. encore quelque chose de Oui. nouveau, donc c'est difficile Et de très volatile. Tout à fait. Tout ce qui est philosophique nous permet de nous évader très facilement. Mais de ce que j'ai compris du wokisme, justement, c'est quelque chose où c'est un courant de pensée où on a tendance à considérer tous les paramètres. On est éveillé sur les choses, on essaie d'accorder la valeur juste à chaque chose. Et justement, c'est pour pouvoir créer un courant de pensée qui réunit tout le monde, où tout le monde peut s'y retrouver dans le respect de chacun. Et c'est en cela que c'est nouveau, sans pour autant cliver. Donc c'est exactement l'opposé de la binarité. Bien. Je voudrais juste, j'ai oublié de vous rappeler que nous avons aujourd'hui une date anniversaire importante. Hein. C'est la date anniversaire de Christophe Colomb. Ah. On vous dit ça comme ça en passant. Non, mais il faudrait faire la génuflexion, comme avait dit Pierre Aliquet, enfin un téléhomme. Tu un fais ce que tu téléhomme. veux. Tu fais ce que tu veux, mais je vous le signale en tant curieux d'histoire Date et d'opportunité. Date anniversaire de débarquement ou date Non, l'anniversaire de sa naissance. Sa naissance, C'est ok. important. Hein. Ouais. S'il n'y avait pas eu ce jour, il ne serait pas né. Alors s'il n'était pas né, peut-être que certaines choses ne seraient pas produites. Non, mais là, je dis vague. Hein. Oui, je dis vague complètement. On peut dire ça. Alors, 55 candidats aux élections législatives. En fait, c'était 54 candidats jusqu'à la semaine dernière, puisque Karine Thérèse a apporté une candidate de plus. 55 candidats aux élections législatives en Martinique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on devrait diminuer le nombre? Est-ce qu'on devrait faire un petit peu comme pour l'élection présidentielle? Ou au contraire, c'est quelque chose de bien que tout le monde puisse s'exprimer? Je donne un chiffre, je vais laisser Oui. Carole parler parce qu'il est peut-être plus à même que moi. J'ai divisé 55 candidats pour 365 000 habitants, ça fait un candidat pour 6 600 habitants. Et j'ai divisé les 6 293 habitants en France, et 63 millions d'habitants par 6 293 candidats, ça fait un candidat pour 10 600 habitants. Donc en Martinique, on a un candidat pour 6 600 habitants, et en France, on a un candidat pour 10 600 habitants. Voilà, à peu près. Alors la question, tu dis trop, pas assez. Non, je demande. Non, mais c'est une question légitime. On voit aujourd'hui que on a presque 2 fois plus de candidats qu'en France. Et alors bon, peut-être parce que le territoire est petit, peut-être parce qu'il y a aussi une sorte de localisme politique avec. Mais le nombre de candidats, non, le nombre de Martiniquais qu'on diviserait C'est par le nombre de candidats élus, ça ferait combien? Un député pour combien de personnes? Alors, ben c'est 300, c'est à peu près 4 fois 8, 4 fois 8, 30, moi, je suis fâché avec les 89, 30. Ça fait un candidat pour un élu pour 90 000 habitants à peu près. D'accord. Un élu pour 90 000 habitants. En France, c'est un peu plus quand même. Oui, en France, c'est un petit peu plus. Mais le territoire martiniquais est spécifique. Et puis, on sait aussi que les partis sont souvent localistes. Hein. Il y a un parti, je ne vais pas nommer les territoires, mais bon, il y a des communes qui ont un parti. Et parce que les problématiques territoriales, les problématiques locales sont tellement prégnantes et puis intéressent tellement la population qu'on croit pouvoir faire un mouvement ou un courant
Et puis, je ne sais pas si on appréhende dans la globalité ce que les institutions permettent. On a les EPCI, et puis on a aujourd'hui la CTM qui voit à des échelles différentes. Mais je me tais. On ne veut pas t'interroger sur le fait que tu es conseiller exécutif. Non, pas Non, conseiller territorial. Territorial. On ne veut pas te mettre en porte-à-faux, il n'y a pas de souci. Alors, Carl. Bon, Sur le nombre de candidats. Ça ne veut rien dire, trop pas assez, ça ne veut absolument rien dire. Les électeurs peuvent être élus, donc ils peuvent se présenter, point. Bon, donc là, pour moi, il y en aurait 300, ça ne change rien à la question. Non, mais qu'est-ce que ça implique, ce chiffre-là? Il faut essayer d'analyser pourquoi on a cette augmentation de candidats et qu'est-ce que ça peut traduire. Il y a sans doute plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, je citerai l'affaiblissement des partis politiques. Non pas sur les personnes, parce que des personnes, il y a des partis qui sont composés de 10 personnes en Martinique, hein, je cite. Il y a des partis qu'on appelle d'ailleurs partis cabine téléphonique m'attendait, parce que tu crois une cabine, ça prend 2-3 personnes. De l'épine, Édouard de l'Effet. Mais je n'ai cité le nom de personne. Hein. Non, je ne parle de personne. Je ne sais pas de qui tu parles. On ne voit pas qui. À peine. Je ne vois pas qui. Le fait Édouard de l'épine appelait ça des piles. C'était. Bon. C'est pas comme de personne. Un parti politique, il a des objectifs, il a un programme, il a une idéologie. Or, je pense que ce que traduit, me semble-t-il, ce grand nombre de candidats, c'est, à mon avis, l'effacement ou l'affaiblissement des partis sur ce plan programmatique, idéologique, etc. Et où il ne reste finalement qu'une seule chose, ou en tout cas ce qui domine, c'est ce qui pose problème, c'est la personnalité du leader, du chef du parti en question. Le parti s'identifie à cela. Bon. Ça, et c'est un problème. Parce que quand on écoute les candidats, et c'est ce que je fais depuis 15 jours, mais... Pour une émission que tu animes sur Zouk Télévision, Absolument. qui est diffusée le soir, Absolument. le midi, à midi, le Et c'est soir à absolument, 19h30. c'est prodigieusement intéressant. Parce que il n'y a plus de choses qui les rassemblent que de choses qui les séparent, en réalité. En réalité. Hormis de dire, c'est ma proposition. Alors, bien évidemment, il y a des nuances. Il y a des nuances. Enfin, bon. Est-ce que quelqu'un... qui ne m'a pas parlé des sargasses? Qui ne m'a pas parlé du chlordécone? Qui ne m'a pas parlé du fait que notre population diminue? Qui ne m'a pas parlé de la pauvreté? Qui ne m'a pas parlé de la vie chère? Qui ne m'a pas parlé de tous ces problèmes de logement, de transport, etc.? Qui ne m'en a pas parlé? Donc c'est comment les résoudre en fait? Alors voilà, il y a des différences, sachant que, bon, un député, il n'a pas un marteau et une truelle à la main. Hein. Bon, il va faire des lois et puis il est 1 sur 577, bon, avec toutes les choses qu'il a de se faire entendre. Bon. Donc, à mon avis, c'est ça que ça traduit. Parce que dans le temps, parce que c'est une conséquence. La conséquence, à mon avis, hein, mais je peux me tromper. Si je me trompe, tant mieux. Je préfère me tromper. Je souhaite me tromper. C'est une abstention plus importante. Mais dans le temps, dans les grands duels entre Gratien et Sablé, dans le sud, entre Césaire et Limise, ou Césaire, je me rappelle, Césaire et puis... non, pas Élysée, l'avocat, là, comment il s'appelle? Voilà. Oui. Bref, on va trouver son nom. Il y avait de véritables enjeux politiques. Valère. Bon. Et donc, ça mobilisait l'électorat. Ce n'est plus aujourd'hui le cas. Et je crains, mais je souhaite me tromper. Okay. Que ça puisse réduire, mettre les électeurs dans une situation, ils disent, je fais quoi? Pour qui je vais voter? Alors bon,
Évidemment, la campagne va se dérouler, peut-être va-t-il être impressionné par le propos de X, Y, Z, ou parce qu'un tel aura été le voir, etc. C'est très, très, très compliqué. Et personnellement, je n'envie aucun des candidats, je préfère ne pas l'être, je n'ai pas leur courage, je salue cet engagement, parce que de notre côté, tu vois, c'est compliqué. De notre côté, je trouve que c'est une bonne chose de voir des personnes nouvelles qu'on n'avait jamais vues. Je ne vous connaissais pas, Madame Karine Thérèse, mais il y en a d'autres. Dans votre circonscription, comme dans d'autres circonscriptions, je trouve très bien Philippe, qu'il y ait de nouvelles personnes. un mot sur ça, Philippe. Ensuite, Karine va nous expliquer. Oui. Deux remarques. Alors, je ne sais pas, c'est difficile de porter un jugement de valeur. Bon, il y a beaucoup de candidats. Mais peut-être qu'il n'y a pas trop d'électeurs, pas assez d'électeurs, l'abstention, je veux dire. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si l'offre qui est ainsi faite, donc importante, ne risque pas de tenter l'électeur ou de le désorienter. La problématique peut se poser. Je ne sais pas. Mais moi, je pense plutôt que, vu le contexte abstentionniste dans lequel on se trouve, à partir des élections et les votes assez curieux qui se sont produits, ça risque, à mon avis, d'accroître l'abstention et le désintérêt. À mon avis, je me trompe certainement. Mais je pense que ce sera une des conséquences. Karine? Alors, différents sujets. On va commencer par la première question. Est-ce que 55 candidats, c'est beaucoup ou pas? La signification du nombre de candidats. Il faut se poser la question. Si autant de personnes s'engagent, s'investissent dans ce débat, c'est parce qu'il y a une crise de la représentativité de l'intérêt et des valeurs des Martiniquais au sein de la classe politique. Beaucoup de personnes dans la population estiment qu'il y a les politiques dans un coin et qu'il y a eux dans l'autre coin. Et qu'ils n'ont pas l'impression que leurs représentants, leurs élus, qui sont censés se battre pour leurs intérêts, vivent les mêmes problématiques en Martinique et en France en général. Parce qu'on a le même discours en France, c'est vrai qu'on est sur une île, donc tout est plus condensé, tout est plus concentré, on vit les choses de façon plus intense. Cependant, en France également, les choses sont ressenties de façon similaire. Il y a une crise de représentativité, il y a une crise de repères, il y a une crise de valeurs. Donc, il est tout à fait naturel que certaines personnes se sentent investies du fait d'exprimer ce manque de représentativité et essaient par elles-mêmes de changer la donne pour ne pas que la fatalité du fait de reproduire systématiquement les mêmes schémas pour obtenir de nouveau de la déception ou le fait que certains problèmes ne soient pas réglés au bout de 30 ans. Il est normal de vouloir remédier à cela en participant au moins au débat. Alors, 55 candidats, oui. Si ce sont des gens qui permettent d'élever les débats et d'éveiller ceux qui seront élus pour qu'ils se préoccupent, qu'ils changent un petit peu le modèle politique actuel, pourquoi pas? Si cela permet à la population de s'intéresser davantage à la politique parce que tout le monde est concerné par la politique en Martinique, on vit dans un espace commun, les dispositifs, on les a en commun, on paye de façon commune pour cela, même quand on ne paye pas forcément d'impôt sur le revenu, on paye la TVA, on paye l'octroi de mer sur tout ce que l'on achète, etc. Donc, oui, on est tous concernés par les problèmes politiques et il en revient de la responsabilité de chacun de s'intéresser au contexte politique en Martinique. Le découragement est global et c'est surtout, je pense, parce qu'il y a du découragement que d'autres personnes essaient de tirer le contexte vers le haut. Je félicite chaque candidat de cet engagement et de cette démarche politique-là. Quel que soit ce qui se passe, si on arrive à éclairer le débat et à permettre aux gens de s'imprégner de leurs responsabilités civiques et de revenir à leur participation citoyenne,
tant mieux. En ce qui concerne les élections, chacun a envie de voir la Martinique sous un autre aspect, chacun a envie de défendre les valeurs de la Martinique. On a parlé des sargasses, du chlordécone. Je pense que ce qu'il y a de plus révoltant pour le Martiniquais, c'est le manque de considération avec lequel on était déjà habitué auparavant, et ce sentiment s'est exacerbé avec le gouvernement Macron, avec les crises successives, crise financière, Covid et consorts. Nous n'avons absolument pas été entendus, nous n'avons absolument pas été respectés, nous n'avons absolument pas été pris en considération. Je prends l'image très choquante de la grève des soignants qu'il y a eu au CHU. On a envoyé des CRS et GIGN. Ce ne sont pas des terroristes qui manifestaient, ce sont des soignants, ce sont des gens qui ont accepté d'être séparés de leur famille au début de la crise du Covid, qui ont accepté de travailler sans matériel, sans masque, avec des sacs poubelles, des gens que l'on applaudissait à 20h tous les soirs. Ces gens-là se retrouvent agressés pour défendre l'intérêt des Martiniquais et de tous les Martiniquais, parce que tout le monde est susceptible d'être malade. À partir du moment où on se dit qu'on peut respecter certains et pas d'autres, il y a un problème dans la société. Il y a un problème. On est censé respecter l'intégrité physique et morale de tout le monde. Et à partir de ce moment-là, chacun doit se retrouver aussi face à cette crise morale-là, parce qu'il y a un souci. On ne devrait pas catégoriser la population, celui-là a droit au respect, celui-là n'a pas droit au respect. Il faut aussi rentrer dans le fond du sujet, et il faut aussi permettre à tout le monde de s'exprimer, et tout le monde a droit au respect. Alors, il y a quand même 55 candidats, comme on le dit depuis un moment, mais comment faire pour recevoir tout le monde? Parce que la loi nous oblige à recevoir tout le monde. La campagne a commencé il n'y a pas très longtemps, c'est début du mois de mai. Recevoir 55 candidats, c'est compliqué. Et Martinique, la première, semble-t-il, on m'aurait dit qu'ils ne vont pas faire de débat pour permettre aux différents candidats de discuter entre eux. Donc, une question, s'agissant des 55 candidats. Dans chaque circonscription, nous avons un représentant du Rassemblement national et un représentant de Reconquête. Je vous pose la question. Il y a même un représentant de Florent Philippot. Dans quelle circonscription Me semble-t-il, Fort-de-France. Les choses évoluent. Hein. C'est une dame. Et Florent Philippot, c'est quoi? C'est les Patriotes. Les Patriotes, oui. Non, excuse-moi. Mais non, mais je me dis, non, j'ai rien d'autre à dire encore. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Carrie-Thérèse dit. C'est vrai. Bon. Si je devais rêver, I have a dream, avait dit Martin Luther King, ce serait que si on ne peut pas avoir une loi limitant le nombre de mandats, mais que de nous-mêmes, nous comprenions que c'est indispensable. Parce que les Martiniquais, moi ce que j'entends, alors je n'ai pas rencontré les 55 candidats, mais j'ai bien l'intention de faire en sorte, même s'il faut venir ici en pleine nuit, de les rencontrer. J'entends de la part de tous les candidats qu'il y a dans le pays une colère absolument qu'on n'imagine pas, peut-être qui ne s'exprime pas, heureusement, mais elle est là. Et les élus d'aujourd'hui, alors au niveau où ils se trouvent, feraient bien tous d'en prendre conscience. Les gens ne sont pas, mais absolument pas satisfaits. Mais c'est pas une mauvaise idée, ce que tu dis, si on pouvait limiter à 2 mandats, par exemple, le mandat d'un député ou le mandat d'un sénateur. Je pense que c'est une chose qu'il faut ça permet un renouvellement, en fait. Parce que c'est bien, c'est rafraîchissant. Moi, j'ai dit à un ami il n'y a pas 2 jours, qui était très pessimiste, je lui dis, mais j'ai une raison d'espérer. Il me dit laquelle? Je lui dis, mais je découvre des gens jeunes, parce que c'est pas un gorille comme moi j'ai 66 ans cette année. Ne parle pas des autres, hein, c'est des
notre jeune est beau. Ok, merci, merci. Mon avenir est dans mon dos. Il faut être sérieux. Les gens qui doivent être au manette sont les gens comme madame. Charles peut faire deux Ah mandats. non. Ah oui, peut faire Charles, deux oui, mandats. oui. Par Mais exemple, il est ouais. parti pour ça. Hein. Je pense qu'il y a des chances. Bon. Et c'est important, c'est une raison d'espérer. En tout cas, moi, d'ailleurs, cette diversité de candidats, je trouve ça veut dire qu'il y a une raison d'espérer, puisqu'il y a des gens qui veulent s'engager. Alors, si la société martiniquaise est assez adulte et assez mûre, il faut leur faire la place. Sans chercher à les manipuler, naturellement, il faut leur faire de la place. Il faut que ces gens-là puissent être dans les conseils municipaux, être maire, adjoint au maire, dans les EPCI. C'est, à mon avis, c'est notre faute. Hein. Nous sommes responsables de ça parce que nos élus considèrent qu'un mandat, 2 mandats, ils n'ont pas fini. Ils ont un projet. Et leur projet, il n'a pas fini, donc il faut qu'ils le remplissent. Non, le projet n'a pas commencé. Enfin, peu importe. Non, mais en fait, c'est Donc c'est une vrai. raison, pour moi, c'est plutôt Renouveler. une raison d'espérer qu'une raison de désespérer. Très Mais bien. faisons la Karine. place. Alors, je voulais répondre, je vais rebondir sur déjà la diversité. On a un manque de diversité démocratique en France en général, hein, parce que les médias ont tendance à converger, bien entendu pas chez Zouk TV, Ah, merci Karine. mais les médias ont tendance à donner le même type d'informations, avec le même type de mise en scène, avec le même type d'interprétation, et ça donne la sensation de la volonté de la pensée unique. Il y a un véritable problème à ce niveau-là, parce que dès lors qu'on ne rentre pas dans le moule, on est complotiste. Et là encore, le wokisme, à mon sens, vient pousser un peu tout ça pour permettre aux gens de voir que la pensée unique, ce n'est pas bon non plus. C'est un extrême, et dans tous les cas, les extrêmes ne sont pas bons. Et en ce qui concerne le nombre de mandats, vous savez bien que ceux qui ont le pouvoir décisionnel décident des modalités de ce pouvoir décisionnel. À partir du moment où c'est eux qui décident. Donc il reste au pouvoir tout le temps. Absolument. Bien. Oui, Charles. Je ne serai pas long. Hein. Tu feras 3 mandats? Non. L'idéologie, c'est le discours sur les idées. Alors, tout à l'heure, Karl disait que les idéologies s'étaient affaiblies, les partis étaient faibles. C'est la raison pour laquelle il y avait des multiplications. Je parle de partis localistes. Bon, ça rejoint un petit peu l'idée. C'est simplement, la quête de mandat, c'est bien, c'est louable et valable. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas aussi une fétichisation de la représentation de ce que c'est qu'un mandat de député quand il y en a 577. Et je ne sais pas non plus si l'objet, le mandat, ne prend pas le pas sur le sujet, c'est-à-dire les questions des idées. Donc tout ça amène à réfléchir. Et trop pas assez, je n'ai pas à me prononcer non plus. Mais la maturité, on ne peut pas dire que le Martiniquais ne soit pas un fin politique. Il est intéressé par la politique, il est très informé, il sait absolument quels sont les débats sociétaux et sociaux qui animent notre société. La difficulté aussi, c'est que pendant très longtemps, socialistes, hein, c'est ensemble, hein, les débats sociaux, donc c'était comment organiser la vie autour de grandes idées telles que le libéralisme, telles que le capitalisme, telles que le socialisme, telles que le communisme. On voit bien que ce sont des mots qu'on utilise parce qu'on essaie de se mettre ensemble pour défendre des idées qu'on avait en commun, en fonction évidemment des intérêts de classe ou des intérêts... Et puis après, il y a eu des combats sociétaux, et là c'est beaucoup plus difficile. Hein. Beaucoup plus difficile parce que la GPA, gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, les questions de la chlordécone, il y a le mariage pour tous, ce sont des questions autrement plus subtiles qui ne s'arrêtent pas uniquement aux grandes idéologies classiques telles qu'elles se présentaient sur l'échiquier politique. Lorsque tu reçois des candidats, on a bientôt fini, lorsque tu reçois des candidats, est-ce qu'ils connaissent véritablement la fonction d'un député? Ou est-ce qu'ils ne mélangent pas un petit peu tout entre le député et le maire
Est-ce qu'ils connaissent bien la définition? Et, à mon avis, ils connaissent parfaitement la définition, enfin, ce qu'on attend des députés, même si, évidemment, les questions qui sont abordées débordent inévitablement, soit sur la collectivité territoriale Martinique, soit sur les EPCI, soit sur les communes. C'est difficile. Est-ce que député au motif que l'eau n'est pas une compétence de l'État, donc on ferme sa bouche? Non. S'il fait ça, on va lui dire, mais vous êtes inutile, sortez de là. Bon. Donc, je ne peux pas, honnêtement, je ne peux pas leur faire le reproche. Et puis, bien sûr qu'il y a des questions sociétales qui n'existaient pas. Bon, Charles a cité quelques-unes. Quoique la chlordécone, à mon avis, c'est pas simplement une question sociétale. Hein. Quand on utilise des pesticides, c'est parce qu'on veut augmenter la productivité. Donc, on est dans le cadre de quelque chose qu'on connaît bien. Bon. Mais franchement, tous ces candidats, même ceux qui paraissent les plus surprenants, mais quand même, je trouve sain que ces gens-là, si on ne leur permet pas de s'exprimer, que vont-ils faire alors? Prendre des armes? Que vont-ils faire? Il faut permettre à la société martiniquaise de se parler, parce que les candidats, ils parlent à qui? C'est pas à moi qui parle, ils parlent aux téléspectateurs de toute télévision, et quand ils vont faire leur campagne, ils vont parler aux électeurs qu'ils rencontrent. Mais c'est sain que ça se passe comme ça. Ouais. C'est extrêmement intéressant. Moi, je ne veux pas personnaliser, mais j'ai un candidat qui m'a dit, bon, non, je ne veux rien dire. Ne dis pas son nom. Je ne veux rien dire, il va être reconnu. Philippe, est-ce que les partis préparent suffisamment tôt la relève? Enfin, je ne sais pas, parce que toi, tu aurais pu, avocat émérite, tout ça, tu aurais pu participer toujours aux choses. Tu as refusé pour permettre à des jeunes de se former. C'est un problème fondamental. Tout d'abord, je voudrais souscrire totalement à ce qu'a dit Charles, ok? De façon très subtile et très forte, tu as présenté la problématique qui est fondamentale. Il y a le mandat et puis les idées. Merci. Mais c'est vrai. Et il y a une demande forte de la société pour essayer, je l'ai dit la dernière fois, de réconcilier le citoyen avec la politique. Et il y a une organisation qui se met en place, qui pour le moment s'appelle Conscience citoyenne. C'est quoi? C'est la possibilité d'expliquer aux citoyens ce qu'est un citoyen et quels sont les débats et le fonctionnement des structures. On va mettre en place tout un réseau qui permettra d'intervenir de façon régulière sur ces informations qui seront en continu. Il ne s'agit pas de faire un laboratoire de recherche universitaire, ce serait bon. Mais il s'agit surtout d'expliquer ce qu'est telle chose, quel est le débat actuel, quelles sont les conséquences. Par exemple, la première conférence que l'on organise actuellement à la rentrée, c'est que signifie l'abstention. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'abstention? Quelles sont les hypothèses d'explication? Alors, il y aura un spécialiste des chiffres, bien sûr, et statisticien, pas celui que tu privilégies. Et puis, il y aura une spécialiste, n'est-ce pas, la jeune spécialiste de sciences politiques, ok? Et là, on va expliquer. On ne va pas faire un coup, mais on va expliquer. Il y aura des rendez-vous sur les réseaux sociaux. Donc, on va démarrer cela, effectivement, pour qu'on ait conscience de ce qu'est la vie citoyenne et l'importance du citoyen dans la cité, ok? Et l'importance du vote et de la politique. Merci, maître. Alors, Karine, est-ce que tu penses qu'il faudrait limiter les candidats, le nombre de mandats? Absolument pas, c'est représentatif le nombre de mandats. Oui. Le nombre de mandats. Dans le temps, c'est ça. Tout Oui, c'est ça, dans le temps. Par faire 2 mandats consécutifs. Voilà, par exemple.
Pourquoi pas? Ça demande réflexion. Ça permet de renouveler, de voir de nouvelles têtes arriver. Pour donner un exemple à Mme Thérèse, M. Fabius a été nommé Premier ministre en 83. Il a Je 36 ans. n'étais pas née. C'est un monsieur qui a fait de la politique toute sa vie. Aujourd'hui, Qui tu parles de qui? Fabius, Laurent Fabius. Ah oui, oui. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, me Ouais. semble-t-il. Oui, oui. Donc, il préside. Il est président Il est président du Conseil constitutionnel. constitutionnel. De 83 à aujourd'hui, il n'a fait que de la politique. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est ça? Voilà. Je À un ne suis moment pas donné, sûre que ce soit le meilleur exemple. même pas- non, mais je prends l'exemple. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils sont hors de la société. Absolument. Ils se retrouvent dans les lambris, sous les lambris de la République, Entre soi. entre soi, et je ne sais pas si on pose souvent la question de savoir. Moi, je sais que une baguette, une fournée créole, c'est 1,30 €. Mais la question, la tente à la Oui, crème, mais c'est de c'est poser la déposé. question de savoir combien est-ce Ouais, que ouais. coûte un ticket de métro, combien est-ce que coûte une baguette. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne savent pas, qui ne font pas leurs courses eux-mêmes. Bon, voilà. Ils sont Bien. déconnectés du système, d'où le défaut de représentativité, d'où la crise entre les politiques et le reste du peuple. Voilà. Bien. Merci beaucoup tous les quatre. Merci Karine pour ta participation à cette émission. Un petit peu mouvementée au début, mais merci pour tout. Merci beaucoup à Zouk TV. Merci de m'avoir invité. Merci aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous et puis nous permettre de mieux comprendre certaines astuces de la loi. Oui, oui, bien sûr. Le juriste, et j'ai dit, est fait pour ne pas appliquer de façon légale la loi. Bon. Ah, Mais oui. Ah oui. Sans croire de son un perroquet. merci Karl, merci beaucoup. Comme animateur de cette émission pour les élections législatives, mais aussi chroniqueur donc, du kiosque. Charles, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et quand j'ai entendu 55 candidats, j'ai regardé mon voisin de droite et je lui souhaite bon courage. Mais tu as dit les prêts à Oui, faire il des va venir émissions à la nuit, c'est ce que je me disais. Ben oui, Hein, donc, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté à 36 candidats. Et puis j'ai entendu une inflation, la brutale, plus 20. Bon, mais comme je sais que c'est un passionné, méfie-toi, tu vas lui donner les clés du studio parce qu'il va venir faire ses émissions. Non, non, mais c'est positif. C'est positif. Voilà, c'est positif. Demain, c'est l'ascension, c'est ça. Hein? Oui, c'est Donc il y a fait, beaucoup de ouais. personnes qui font le pont. L'ascension, c'est là. C'est un jour où on ne culture. travaille pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Oui, d'accord. Disons ça plus simplement. Mais en fait, de notre métier, on travaille tous les jours. Donc, en fait, bon, voilà. Demain, il y aura des émissions de Zouk Télévision, ne vous inquiétez pas. Merci, passez un excellent week-end et à très vite sur Zouk TV.